Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours dans notre podcast sur eToro, avec évidemment mon cher Antoine. Comment vas-tu? Tout se passe Ben, bien? ben écoute, ça va Marc, bonjour à tous, hein, très heureux de vous retrouver donc pour ce nouveau podcast Hebdo des marchés. Tout à fait. Donc, au programme cette semaine, on va vous parler bien sûr de ce qui se passe en France, notamment sur la notation. Fitch n'a pas dégradé alors que son modèle a annoncé une dégradation. Finalement, il ne l'a pas fait. Donc, c'est assez surprenant. On va voir ça dans le détail. Quid des taux d'intérêt justement en France et dans l'ensemble de la zone euro. Deuxième point, on va parler bien sûr des États-Unis, du dollar, de la Réserve fédérale américaine, donc qui n'a pas baissé ni augmenté d'ailleurs ses taux d'intérêt. Que va-t-elle faire dans les prochains mois? Ça sera le deuxième sujet. Et puis on terminera justement un sujet tout à fait lié sur ce qui se passe en Chine, un excédent commercial historique pour la Chine et par contre le yuan qui ne s'apprécie pas face au dollar. C'est-à-dire que le dollar baisse face à l'euro, il y a pas mal de monnaies, mais pas par rapport au yuan. Donc on voit bien la stratégie chinoise. Voilà un petit peu le programme donc assez chargé, bien sûr avec des graphiques toujours réalisés sans Mhm. trucage, c'est très important. Donc on va commencer tout de suite. Oui, alors Marc, effectivement, on va commencer par la France. La France, donc, qui ne s'est pas fait dégrader hein, par Fitch, hein. On pouvait s'y attendre, on pouvait le Alors là craindre, justement, mais c'est ce finalement, ce n'est pas arrivé. Voilà, c'est ce qu'on voit sur ce premier slide que je vous ai fait. Je vous ai montré ici le communiqué officiel de Fitch. C'est assez incroyable. Bon, vous pouvez le lire tranquillement à tête reposée si vous voulez, mais en fait, elle a un modèle de notation. Elle a dans Fitch, comme toutes les agences, donc un modèle très sérieux. Et regardez bien ce qui est écrit donc, sur le communiqué de presse. Donc vous pouvez Hmm. aller le voir d'ailleurs sur le site internet de Fitch. Et bien qu'en fait, le modèle, donc le SRM, Sovereign Rating Model, a donné une dégradation de la note de la France à A+. Mais pour différentes raisons, Fitch n'a pas choisi de suivre ce modèle. C'est la deuxième fois que ça arrive pour la France. Donc c'est arrivé il y a déjà 6 mois. Il continue aujourd'hui en disant que cette détérioration est temporaire, voire insoutenable. Et donc ils ont maintenu le double A moins, quand même avec perspective négative. Donc ça, c'est incroyable. Si on continue le communiqué sur le slide suivant, regardez bien, tous les arguments justement de Fitch vont sur une dégradation. D'abord, ils ont annoncé que la dette publique française allait atteindre bientôt les 120% du PIB d'ici 2028. Bon, ça sera dès 2026 en fait. Et donc, c'est quand même le second niveau le plus élevé de tous les double A et plus du double de la médiane des pays double A. On se dit que fait la France encore en double A. Mais surtout, ça c'est incroyable, alors que tout le monde se pose des questions sur le gouvernement, etc. Fitch nous dit, voilà, on anticipe de nouvelles élections législatives au second semestre 2025. Alors, je ne sais pas d'où il tire ça, c'est vrai que c'est assez probable, mais là aussi, ça crée de l'instabilité. Pourtant, on dit non, on ne dégrade pas. Et alors, cerise sur le gâteau, regardez bien, c'est incroyable. Fitch a révisé à la baisse la prévision de croissance pour la France pour 2025. Ils étaient à 1,2%, ils sont maintenant à 0,6%. C'est-à-dire 0,1 point de plus que nous, nous on est à 0,5%. Je pense qu'ils écoutent nos podcasts eToro Hmm. pour justement suivre nos prévisions. Tant mieux pour eux. Donc, vous voyez, on réduit la prévision de croissance. Idem pour 2026, à 0,9 contre 1,3. Et ils nous disent que, comme par miracle, le déficit public va quand même baisser à 5,4% du PIB. Donc, très honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Enfin, bon, c'est pas très crédible tout ça, mais ça montre bien que la France ne mérite pas son double A. On est simple A, et ça rappelle à ceux qui ont connu la période de la crise des subprimes. Et quelques semaines avant l'explosion de cette crise, les agences de notation notaient justement triple A des dettes subprimes. Donc, ouais, ça ne veut rien dire cette notation. Pareil sur la Grèce, quand il y a eu la crise grecque, quelques semaines avant que ça n'explose, les agences de notation ne voulaient pas dégrader la note de la Grèce. Donc, on voit bien où on en est aujourd'hui. Donc, c'est encore une fois, je pense que c'est dommage parce qu'en termes de crédibilité, ça n'améliore pas la crédibilité des agences de notation, sachant que Fitch est quand même la plus dure par rapport à Moody's et Standard Poor's qui viennent seulement de dégrader à double A moins avec perspective négative. Donc on voit bien que là, il faut se préparer au pire, mais toujours est-il qu'entre-temps, la note de la France qui n'a pas été dégradée, ça a permis une petite détente sur les taux d'intérêt à 10 ans. On va sur le slide suivant, mais les marchés ne sont pas dupes. C'est-à-dire que le taux de l'OAT 10 ans, il se maintient quand même autour des 3,5%. On est monté la semaine dernière à 3,6%, ce qui était un plus haut depuis novembre 2011, en pleine crise grecque et crise de la zone euro. Là, ça a baissé un peu, mais on se maintient autour des 3,5%. Donc, ça veut bien dire que malgré la non-dégradation, les marchés ne sont pas dupes et ils se rendent bien compte qu'il y a un risque. Le problème de cette hausse des taux d'intérêt, c'est que ça augmente la charge d'intérêt de la dette. Je vous ai fait un petit graphique voilà, pour vous montrer la charge d'intérêt de la dette. Vous voyez, c'était à peine 30 milliards d'euros il y a encore quelques années. Maintenant, on est à 60 milliards d'euros juste
en 2024 sur la charge d'intérêt de la dette annuelle. C'est-à-dire combien nous coûte la dette chaque année pour l'État français. 60 milliards d'euros déjà l'année dernière. Je vous rappelle que le gouvernement annonçait seulement 48 milliards, et on a fait ça, a coûté 60 milliards. Cette année, on sera autour des 70 milliards. J'ai fait une petite simulation, sans être trop pessimiste, c'est-à-dire sans trop augmenter les taux d'intérêt, parce que ça va quand même se produire, mais sans être trop pessimiste encore une fois, on atteint, regardez bien, 90 milliards d'euros en 2027 et même 100 milliards d'euros en 2030. C'est-à-dire exactement le budget de la défense que souhaite M. Macron, donc voilà, qui va être gaspillé uniquement en intérêts de la dette. Parce que ne l'oublions pas, les intérêts de la dette, c'est du gaspillage. Ça rémunère uniquement les détenteurs des obligations d'État, donc tant mieux pour eux. Par contre, sur l'économie française, ça ne fait rien. Et même, c'est encore plus grave que cela, puisque quand les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, puisque tous les taux d'intérêt des crédits augmentent, des ménages, des entreprises, dans l'immobilier, etc. Donc ça casse l'investissement, ça casse la consommation, ça casse la construction. Et donc, ça fait augmenter le chômage. Donc là, on joue un jeu extrêmement dangereux, avec en plus un climat anxiogène sur l'état de guerre. Là, on va nous envoyer un kit de survie hors cas de guerre. Bon, c'est incroyable d'en arriver là. Alors, c'est vrai que on se dit, où veut-on aller? Et c'est ça, au moins aujourd'hui, qui m'inquiète. Je raconte souvent l'anecdote, c'est que dans nos jeunes années, on avait les guignols de l'info à l'époque. C'était des marionnettes qui se moquaient un petit peu de la situation de nos dirigeants. Ben là, on n'a plus besoin des guignols de l'info, parce que c'est dans la vraie vie, si vous voulez. Donc, mais bon, blague à part, c'est quand même très triste. Et espérons qu'on va vite redresser la barre, parce que là, évidemment, l'économie française va souffrir de plus en plus au cours des prochains mois. Hmm. Alors maintenant, on va passer du coup à l'euro-dollar. On en avait parlé la dernière fois aussi. On a été dans cette remontée de l'euro face au dollar. On a quand même un mouvement dollar, un dollar qui s'affaiblit face à un panier de devises. Et on est remonté jusqu'à 1,09. Là, Ouais. ça rebaisse un petit peu, mais effectivement, bon, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Marc? C'est surtout la rapidité du Hmm. mouvement. On en a déjà parlé la dernière fois. En quelques Hmm. jours, ça avait flambé donc déjà de 1,037 à 1,07 et puis après 1,08 et à 1,09. On a monté. Là, on revient vers 1,08 $ pour un euro. Mais il y a une attaque spéculative sur le dollar, et donc qui évidemment inquiète. Et cette baisse du dollar, elle est un petit peu justifiée. Pourquoi? Parce qu'on a un déficit extérieur américain qui est énorme. On va le voir, je vous ai fait un petit graphique. Hmm. Sur le graphique suivant, si on peut le voir. Non, d'abord, oui, très intéressant, les taux d'intérêt, effectivement, ça, pour montrer que justement le dollar n'aurait pas dû baisser, puisque on a eu encore hier la Réserve fédérale américaine qui s'est réunie, elle a maintenu le statu quo sur son taux objectif des Federal Funds, on maintient à 4,5%. Donc on voit l'écart de taux d'intérêt. Donc on est à 4,50 sur le taux monétaire aux États-Unis, 2,65 sur le taux REFI de la Banque centrale européenne. Donc l'avantage de rémunération, il est évidemment sur le dollar. Même si on regarde les taux longs, même si les taux longs américains ont moins augmenté ou même légèrement baissé, alors que les taux longs de la zone euro et de l'Allemagne ont augmenté, néanmoins, on a toujours ce spread de taux à l'avantage du dollar. Donc c'est ça qui est particulièrement bizarre. On se rend bien compte qu'il y a une attaque spéculative, mais si on regarde les fondamentaux économiques, sur notamment, je dirais, donc les taux d'intérêt, eh bien, on n'a pas d'intérêt à avoir justement un dollar qui baisse. Donc c'est bien un mouvement spéculatif qui, selon moi, n'est pas durable. Alors il y a quand même un mobile, on va sur le graphique suivant justement, c'est sur le déficit extérieur américain. Regardez bien les chiffres, c'est incroyable. On a atteint un nouveau sommet historique, un record en janvier 2025, 131,4 milliards de dollars de déficit sur un mois. Ça veut dire 982,4 milliards de dollars sur 12 mois, sur un an. Quasiment 1000 milliards de dollars de déficit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? Il y a beaucoup d'entreprises, évidemment, en anticipation des droits de douane, eh bien, ont augmenté leurs importations, notamment d'acier, notamment de certaines matières premières, même d'or également. Donc, c'est ce qui a un petit peu fait booster les importations américaines. Elles ont monté de 10% sur un mois, les importations américaines. C'est évidemment un niveau exceptionnel. Donc là, on voit bien que c'est particulier, ça ne va pas durer, c'est en attente justement de l'augmentation des droits de douane, mais néanmoins, ça suffit pour faire paniquer un petit peu sur le dollar, d'où cette baisse du dollar qui, selon moi, néanmoins n'est pas durable, sachant que nous avons évidemment une croissance américaine qui, même si elle a ralenti, alors c'est vrai que la Fed hier était un petit peu pessimiste, elle a annoncé 1,7% de croissance, ça m'a un petit peu surpris, moi je suis toujours à 2,5%, peut-être qu'elle a des informations que nous n'avons pas, donc je pense qu'il ne faut pas paniquer, on aura une croissance américaine toujours au-dessus des 2%, contre 0,5% dans la zone euro, donc avec l'écart de croissance, il est largement à l'avantage du dollar, donc voilà, il faut rester quand même, je pense que c'est des niveaux d'achat intéressants sur le dollar, on est revenu à 1,09, 1,08 maintenant. Ça peut être intéressant d'en reprendre, évidemment, lorsque le dollar reviendra vers, je pense, quasiment à la parité contre l'euro.
Et pour terminer, on va terminer avec la Chine, effectivement, parce que la Chine a fait les gros titres hein, récemment, puisqu'on a déjà bon, un marché chinois qui surperforme hein, depuis le début de l'année, hein, qui est quasiment à plus de 15%. Et on voit que le gouvernement aussi chinois eh bien, est plutôt du pro-business en ce moment. Et bon, mais après, en revanche, en termes d'excédents commerciaux aussi, c'est plutôt positif. Alors voilà, ça c'est intéressant parce qu'on a vu justement les indicateurs des directeurs d'achat en Chine qui étaient moyens, hein. Bon, on Mm, est en croissance, mais c'est pas une croissance forte. Donc c'est-à-dire que la dynamique intérieure chinoise, elle souffre, hein. Ça n'a toujours pas repris, il y a toujours cette crise de l'immobilier. Par mm, contre, les Chinois, justement, bah, ils reprennent leur avantage habituel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les exportations, le commerce extérieur. Et regardez ce chiffre incroyable. Tout à l'heure, on a vu un déficit commercial historique aux États-Unis. Là, on a un excédent commercial historique en Chine. Regardez ce chiffre sur 2 mois, en janvier-février, parce que vous savez qu'avec le Nouvel An chinois, on publie toujours les 2 mois. 170,5 milliards de dollars d'excédent chinois sur 2 mois, c'est du jamais vu. Et regardez bien sur 12 mois, c'est encore plus incroyable. 1038,47 milliards de dollars, donc sur un an d'excédent commercial chinois. Donc les Chinois, évidemment, retrouvent, ils ont, on l'a souvent dit d'ailleurs ici même, ils ont baissé un petit peu leur prix à l'export, donc ils ont repris des parts de marché, donc ils font des excédents commerciaux pour compenser la faiblesse de la demande intérieure. Maintenant, il faut savoir que la demande intérieure, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, donc on va mettre que la Chine souffre, aura une croissance cette année de 4,5%, mais en tout cas, elle ne veut plus prendre de risques. D'où le fait que tout à l'heure, on a vu le dollar qui chutait par rapport à l'euro. Regardez par rapport au yuan, c'est très surprenant. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge quasiment pas. On est autour des 7,23 donc yuan pour un dollar. Donc, ce qui veut dire que là aussi, je vous rappelle que le niveau normal du yuan, c'est 3,50 selon la parité des pouvoirs d'achat. Là, on est à 7,23. Vous voyez, plus du simple au double. Donc, à l'avantage, évidemment, de la Chine. Donc, on voit bien que l'importance du contrôle d'échange, donc c'est-à-dire que les Chinois, finalement, évitent cette hausse du yuan par rapport au dollar. Le dollar a baissé par rapport à toutes les devises, mais pas par rapport justement au yuan. Ce qui veut dire que les Chinois veulent garder leur avantage sur les exportations. Et là, évidemment, c'est un pied de nez, j'ai envie de dire, à Donald Trump, puisque si jamais il augmente les droits de douane, et bien comme le yuan finalement pourrait même se déprécier face au dollar, ça compensera la hausse des droits de douane. Donc voilà, on se rend bien compte qu'aujourd'hui la Chine, elle va tout faire pour maintenir un excédent commercial très fort, pour compenser la faiblesse de son commerce, son commerce intérieur, donc sa demande intérieure. Donc ce qui veut dire que là aussi, ça montre bien que le dollar, c'est vraiment une attaque spéculative, notamment vis-à-vis de l'euro, mais que là aussi, il pourrait repartir à la hausse y compris face au yuan. Toujours est-il que les Chinois, encore une fois, ils résistent, mais ça reste une croissance autour des 5% en moyenne cette année, donc ce n'est pas non plus l'euphorie. Donc les Chinois ne pourront pas introduire leur devise, par exemple. Ceux qui veulent que le yuan remplace évidemment le dollar, c'est pas pour tout de suite, parce que pour le remplacer, il faudrait un yuan fort. Et les Chinois, justement, on le voit bien avec ce graphique, ne sont pas prêts à consacrer un yuan trop fort, ce qui casserait leur commerce extérieur. Donc les Américains ont encore quelques années devant eux pour profiter de l'hégémonie du dollar en termes de transactions au niveau mondial et en termes de réserve de change dans le monde. mm. Ok. Ben, merci beaucoup, Marc, Avec plaisir. pour Voilà, donc, ces ce qu'on éclairages. peut dire, effectivement, donc Effectivement, sur une activité qui est quand même, ouais. au niveau mondial, il y a un ralentissement, mais ça Mm. reste quand même plutôt correct, entre guillemets. Sauf Oui, dans la zone on du. voit d'ailleurs que sur les marchés américains, on s'est un petit peu calmé au niveau de la. Là, ça fait une semaine qu'on s'est stabilisé. Alors, ça reste négatif hein, l'ensemble de l'année, mais on a quelques motifs de satisfaction, notamment dans la macro américaine, qui fait on a arrêté de baisser, mais pour combien de temps? On va voir si un rebond plus durable peut s'amorcer sur les marchés américains, tandis que l'Europe toujours reste au plus haut, hein. On voit le CAC 40 hein, qui reste toujours perché tout en haut au-dessus des 8 100 points. Alors, Euh, n'oublions pas quand même qu'il y a un effet de rattrapage hein, oui, d'abord du oui, CAC tout à 40, fait. parce que les marchés américains ont surperformé depuis 2 ans Hmm, l'ensemble des places, notamment européennes, et en particulier du CAC 40. Donc là, il y a un effet de rattrapage qui s'opère, et donc avec effectivement une dynamique américaine qui ralentit un petit peu, il y a beaucoup de craintes sur les droits de douane, etc. Bon, je rappelle que Trump est un homme d'affaires, hein, donc évidemment, il est dans la négociation permanente, hmm, donc il fait un peu peur sur les droits de douane, puis après, il va calmer le jeu comme il avait fait lors de son premier mandat. Donc là aussi, il n'y a pas trop d'inquiétude, tant que les Américains ont quand même cette dynamique, j'ai envie de dire, de croissance qui est bien là, ce pragmatisme légendaire, j'ai envie de dire. Alors, n'oublions pas également que les marchés américains étaient quand même sur des sommets, donc on a besoin également de prendre une respiration
pouvoir repartir ensuite. Donc là aussi, il y aura, ce qu'on a d'ailleurs toujours dit ici même sur eToro, un premier semestre un peu difficile sur les marchés boursiers. Pour l'instant, ça ne se voit pas trop sur le CAC 40, mais ça ne va pas tarder. Et ensuite, un second semestre, normalement, d'amélioration. Très bien. Écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce podcast. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Avec plaisir, merci à vous et portez-vous bien. À très bientôt.